Bonjour à tous et bienvenue dans Occidentalis, l'épopée qui vous plonge au cœur de votre culture. Dans cette première vidéo, on va poser les bases théoriques qui nous serviront tout au long de cette aventure. On va voir ce qu'est une culture, comment elle naît, ce qui la caractérise, et ensuite seulement on s'intéressera plus particulièrement à la nôtre, la culture occidentale. Alors, je prétends pas détenir la vérité absolue sur les sujets que je vais aborder, je vais simplement vous livrer les idées qui me semblent les plus pertinentes pour les comprendre, en gardant pour base, dans un premier temps au moins, le grand livre de Spengler, Le déclin de l'Occident. Pour vous parler brièvement du projet, Occidentalis, ça va être une série de vidéos dans lesquelles on va se plonger dans les plus grandes créations de la culture, dans le but de reconnecter les Français avec leurs origines. Depuis un moment déjà, il y a une énorme crise de l'identité en France, mais aussi dans le reste de l'Europe. On se demande qui on est et d'où on vient. On cherche désespérément quelque chose à quoi se raccrocher. Donc ce qu'on va essayer de faire avec Occidentalis, c'est justement partir à la recherche de notre héritage culturel, mais non dans un but d'érudition ou de connaissance pour la connaissance, mais pour améliorer nos vies personnelles et par conséquent notre vie collective en tant que peuple. Alors si vous en avez marre de faire partie des grands déracinés de la modernité, que vous êtes à la recherche d'un socle solide pour vous projeter vers l'avenir, si vous voulez savoir d'où vous venez pour mieux vous comprendre et mieux comprendre le monde qui vous entoure, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à cette chaîne et de suivre les vidéos qui vont venir. Ce qu'il faut directement comprendre, c'est que la culture, c'est un organisme. C'est-à-dire que c'est quelque chose de vivant, qui n'est ni figé ni éternel et qui se comporte comme n'importe quel autre organisme. Une culture donc, comme on pourrait le dire d'un animal ou d'un être humain, ça a une date de naissance et une date de mort, avec entre les deux toute une série d'événements et d'aventures délimitées par des périodes de vie. Par exemple, on peut parler d'une jeunesse de la culture, d'une maturité, d'une vieillesse et d'une décadence finale avant la mort. Pour utiliser une autre image, on pourrait également parler des 4 saisons de la culture, donc printemps, été, automne, hiver, qui désignent chacune une époque différente de sa vie. On verra par la suite à quoi correspondent ces périodes pour notre culture à nous. Une culture donc, comme tout être vivant, ça naît à un moment précis. Et c'est ce mystère de la naissance qu'on va tenter d'éclairer. Parce qu'un tel phénomène, la création d'une unité humaine qui durera plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, ça ne doit pas passer inaperçu. Alors tentons d'en retrouver les traces. Pour ça, on va reprendre le dualisme classique de l'âme et du corps. Pour le rappeler brièvement, il y a depuis très longtemps des courants philosophiques ou théologiques qui considèrent qu'un homme possède 2 substances. Son corps, qui est donc matériel, qui est soumis aux réalités terrestres, et son esprit ou son âme, qui est immatériel et qui dirige entre guillemets le corps. Même si chez beaucoup, c'est plutôt l'inverse. Le corps est soumis aux instincts immédiats et irréfléchis, alors que l'âme, elle, est là pour tempérer et pour diriger. L'homme qui est esclave du corps cède à toutes ses pulsions immédiatement. Il a faim, il mange, il a une pulsion sexuelle, il l'assouvit, il fait ce qu'il veut, quand il veut. On est d'accord que celui qui se comporte comme ça est plus proche de l'animal que de l'homme. Au contraire, l'homme véritable, qui est union de l'âme et du corps, a toujours des désirs, mais il est capable de refuser ou de différer leur satisfaction pour son propre bien. Par exemple, j'ai envie de ce plaisir immédiat et facile, mais j'ai un objectif plus important qui requiert toute mon attention. Je décide donc d'attendre d'avoir terminé mon travail pour satisfaire ce désir. Bref, je schématise, mais c'est pour clarifier mon propos par la suite. Pour continuer, et même si c'est pas du tout conçu comme ça ni dans la philosophie ni dans la religion, on peut dire que l'enfant, lorsqu'il naît et durant les premières années de sa vie, il n'est qu'un corps. C'est-à-dire qu'il ne fait qu'obéir aveuglément à toutes ses pulsions. S'il veut quelque chose, il doit l'avoir immédiatement. Il se contente de satisfaire tous ses besoins vitaux, toute l'attention dont il est capable est dirigée vers la satisfaction de ses désirs. Il n'a pas encore de vie intérieure développée, ou de conscience profonde du monde qui l'entoure. Il perçoit son environnement, mais il n'est pas encore capable de s'y projeter. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, l'enfant arrête d'être un enfant pour devenir un homme ? Et quand je dis homme, ce n'est pas dans le sens adulte, mais plutôt dans le sens d'être humain complet. Eh bien, le développement de la vie intérieure est intimement lié avec notre conception du temps. Car l'homme est le seul animal à percevoir le temps en passé, présent, futur. Il est le seul à se projeter autant vers le passé pour se souvenir que vers le futur pour imaginer. Les animaux, quant à eux, ils se contentent simplement de vivre sans se poser de questions. Et leur perception du monde, sans passé et sans futur, doit être un présent toujours actualisé qui doit leur sembler infini. L'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Et pas uniquement qui sent le danger, car l'animal sur le point d'être abattu sent aussi la mort approcher. Non, l'homme c'est le seul à avoir conscience qu'un jour il va mourir.
L'homme possède donc une conception du temps particulière et qui lui apparaît dans l'enfance à la suite de sa première rencontre avec la mort, qui peut être celle d'un animal ou d'un proche. L'enfant ne se projette pas dans le futur et il n'a pas encore de passé à se remémorer. Il se contente donc de vivre sa vie comme une succession d'instants, de plaisir ou de déplaisir, mais sans unité particulière. Mais c'est lorsqu'il va voir la mort et qu'il va prendre conscience au fond de lui que lui-même doit mourir un jour, qu'il va acquérir une conception du temps développée et par conséquent une vie intérieure. Et il arrive donc souvent que des enfants aient des périodes où ils se posent beaucoup de questions sur la vie et la mort à la suite de cette prise de conscience qu'ils mourront un jour. Ils vont alors poser des questions à leurs parents sur Dieu, sur la mort, etc. Pour ma part, je me souviens quand c'est arrivé, je devais avoir environ 7 ou 8 ans, et toutes les nuits, avant de m'endormir, je me posais des tas de questions sur tout ça. Je me demandais ce qui se passerait après ma mort, ce qui se passait avant ma naissance, si le monde n'avait pas commencé avec moi finalement. Et j'arrivais pas à comprendre tout ça, ça me semblait bizarre, incompréhensible. En fait, à ce moment-là, l'enfant comprend qu'il n'est pas le centre du monde car il existe tout un univers, étranger et effrayant autour de lui. Je continuais donc à vivre ma vie d'enfant, à faire des trucs d'enfant, mais le soir, avant de m'endormir, j'avais toujours l'esprit occupé à ces questions. Et après un moment, j'ai fini par penser que l'homme était un être minuscule et fragile, plongé entre deux infinis qui précèdent sa vie et qui succèdent à sa mort. Alors bien sûr, c'était pas formulé comme ça, c'était des raisonnements d'enfant, mais en y réfléchissant a posteriori, c'était ça l'idée. Alors dites-moi si vous aussi ça vous est arrivé, et si c'est le cas, vers quel âge. Comme ça, on pourra faire une moyenne et essayer de tirer une règle de tout ça. Mais voilà, en gros, ce qui va provoquer l'apparition d'une vie intérieure, d'une âme, chez l'homme, c'est la peur de la mort provoquée par la conception humaine du temps. Et là, on parle à l'échelle individuelle, mais c'est la même chose à l'échelle de la culture. Une culture naît véritablement avec l'éveil d'une âme. Et l'éveil de l'âme est provoqué par la peur de la mort. Mais n'allons pas trop vite, reprenons les choses dans l'ordre. Avant la culture, les hommes qu'on pourrait appeler primitifs vivent un peu comme des enfants. C'est-à-dire qu'ils répondent à leurs pulsions de manière instantanée. Le gros Hans, au fin fond de sa forêt germanique en -300, il avait faim, il mangeait, il voulait une femme, il la prenait, et si un autre homme la voulait, il le tuait d'abord et il la prenait ensuite. Bon, en réalité, je suis caricatural, c'est un peu plus compliqué que ça, car même en dehors des grandes cultures, il y avait des règles, mais bon, c'était quand même indirectement la loi du plus fort qui s'appliquait. Avant la culture, donc, l'homme vit comme un enfant, c'est-à-dire dans le présent immédiat et dans la succession de plaisirs et de déplaisirs. Et il faut bien comprendre que cet état de fait n'est pas isolé, c'est pas une bizarrerie, et il y a encore des endroits du monde où ça marche comme ça. Ce n'est pas la culture la norme, c'est la vie animale et primitive. La culture, c'est l'exception. Et malheureusement aujourd'hui, on comprend plus que l'on a énormément de chance de vivre dans une culture et qu'on le doit à nos ancêtres qui ont œuvré pendant des siècles dans ce sens. Mais la culture, c'est pas un acquis définitif, et même si on regarde la vie primitive de haut maintenant en considérant ces hommes comme des sauvages, il manque pas grand chose pour qu'on y retourne nous aussi. Si demain il n'y a plus de pétrole, plus internet et plus d'électricité, il va pas falloir attendre longtemps avant qu'on y retourne dans la sauvagerie. Mais bref, parenthèse fermée. Ce que je viens de vous décrire donc, c'est la vie normale, comme elle accourt le plus souvent dans l'histoire de l'humanité. Mais il arrive parfois qu'une grande secousse spirituelle ait lieu et qu'une grande culture apparaisse. Et cette naissance est toujours concomitante avec la peur de la mort. La peur de la mort, c'est le sentiment le plus créateur qui soit. Il est à la base de toute grande architecture, de toute grande pensée, de toute grande organisation politique, de toute grande création humaine en général. Sans lui, nous serions encore des enfants ou des animaux. Et c'est une secousse comme celle-ci qui fit trembler l'Occident au Xe siècle environ, parallèlement aux peurs millénaristes de la fin du monde. Parce que oui, à l'époque, il y eut ce qu'on appelle les terreurs de l'an 1000, qui n'étaient, semble-t-il pas, contrairement à ce qu'on en a dit, des véritables terreurs populaires, mais plutôt une inquiétude répandue dans la société que la fin du monde était proche. Alors d'où ça vient cette idée ? Eh bien ça vient en partie de l'Apocalypse de Jean, dans lequel il est dit « Puis je vis un ange descendre du ciel ayant en main les clés de l'abîme ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon et l'antique serpent, Satan, et l'enchaîna pour 1000 années. Il le jeta dans l'abîme, tira sur lui les verrous, apposa les scellés afin qu'il cessât de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement de 1000 années. Après quoi, il doit être relâché pour peu de temps. » Ou encore un peu plus loin, « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. » Saint Jean nous dit donc que 1000 ans après la venue du Christ, Satan sera libéré. Donc je vous laisse faire le calcul, 1000 ans après l'an 0 à peu près, ça fait l'an 1000. À l'époque donc, l'idée que la fin du monde était proche était répandue dans la population. Et pas comme chez nous avec les 2 ou 3 hurluberlus de l'an 2000 qui pensaient qu'il fallait aller se réfugier dans un village en Russie pour survivre. Non, là c'était vraiment du sérieux. Je vous demande donc de faire un effort d'imagination pour vous mettre à la place de ces gens qui pensaient vraiment que la fin du monde était proche.
Parce que quand on juge le passé, on le fait avec nos convictions actuelles, celles de notre temps et de notre pays. On n'essaye jamais de penser comme pensaient les gens à l'époque. Et ça se comprend parce qu'en soi, c'est impossible de se mettre réellement dans leur tête, mais il faut essayer de le faire. Alors maintenant, mettez en pause 2 minutes et essayez de vous persuader que la fin du monde est proche, qu'elle est imminente, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être l'année prochaine, et que ce n'est pas une idée, ce n'est pas une possibilité, c'est une évidence. Aussi évident pour vous que le soleil se lèvera demain. Alors oui, ces terreurs, elles font l'objet de débats chez les historiens depuis longtemps. Certains considèrent qu'elles n'ont jamais eu lieu, certains les minimisent, mais les derniers travaux historiques, basés notamment sur l'œuvre de Georges Duby, montrent qu'une peur populaire semble bien avoir existé entre le milieu du Xe et le milieu du XIe siècle. Qui plus est, ces terreurs pouvaient ne pas être uniquement liées à l'Apocalypse de Jean, mais constituaient plutôt des inquiétudes informulées à propos des changements structurels qui s'opéraient à l'époque. Mais bref, laissons là cette polémique. L'âme de la culture occidentale naît donc à cette période, conjointement à la peur de la fin du monde imminente. C'est là le point de départ d'une piété nouvelle, d'une grande architecture et d'un renouveau théologique. Car, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de plus créateur que la peur de la mort. Elle pousse l'homme à tenter de la conjurer par tous les moyens. La naissance de l'âme de la culture, comme la naissance de l'âme chez l'enfant, va les pousser l'un et l'autre à ne plus simplement être passifs vis-à-vis de l'existence, mais à devenir acteurs, à se projeter. Elle entraîne donc une nouvelle conception du monde, une nouvelle interprétation basée sur la manière dont on perçoit le temps. C'est là un point assez technique, donc je vais essayer de simplifier un maximum. Ce qu'il faut retenir, c'est que la naissance de l'âme d'une culture, c'est l'apparition d'une nouvelle conception du monde ayant pour base un symbole primaire. Alors le symbole primaire, c'est quoi ? Le symbole primaire, c'est l'expérience de la profondeur, au sens de la 3e dimension. C'est l'espèce détendue d'une culture. En somme, c'est la conception de l'espace qu'a une culture, et qui est là pour conjurer le mystère du temps, qui est la peur de la mort. Alors là, j'en ai perdu la moitié, et c'est normal, c'est un peu complexe, mais vous allez voir que ça vaut le coup de s'accrocher et de comprendre, parce que c'est là que se trouve la clé de compréhension de la culture. Pour vaincre la peur de la mort, l'homme va interpréter l'univers extérieur selon une manière qui lui est propre, et qui a pour base le symbole primaire. Pour rendre ça plus clair, on va prendre la culture antique et la culture occidentale, et voir leurs symboles primaires respectifs. Pour la culture antique, sa manière de percevoir l'espace, et donc son symbole primaire, c'est le corps matériel, présent et sensible. Pour la culture occidentale, c'est exactement l'inverse, c'est l'espace infini. La culture antique conjure la peur de la mort en ramenant tout ce qui est loin au présent du corps immédiat et calme. Et la culture occidentale, quant à elle, va trouver son apaisement dans l'infini, par laquelle nous nous trouvons libérés du poids de la matière. Ces symboles primaires ne sont pas choisis consciemment, ils sont des interprétations inconscientes mais nécessaires de l'âme. Et je vous disais à quel point ils sont importants pour comprendre la culture, car c'est d'eux que dérive tout le reste. Dans toutes les créations de la culture, l'âme va tenter de réaliser cet idéal initial de l'espace. Il est à la base de toutes les créations de la culture. Le symbole primaire de l'âme antique, comme je vous l'ai dit, c'est le corps matériel. Et il se manifeste dans son art majeur, qui est la sculpture. Avec l'importance du corps, les détails de la musculature. Il se manifeste également dans la politique, avec la division en cités-États, Athènes, Sparte, etc., autant de corps individuels morcelés. Ou encore dans le culte matériel des dieux, conçu comme une somme de corps individuels. Bref, tout ce que la culture antique a produit dérive de ce symbole primaire. Le symbole primaire occidental, c'est l'espace infini. Et là encore, on le retrouve partout. Dans la volonté de conquête des Vikings, qui ne reconnaissaient aucune frontière à leur appétit de découverte, dans l'élan des cathédrales gothiques vers le ciel, dans la peinture à l'huile qui ne s'attarde pas sur les corps mais qui représente des espaces purs d'ombre et de lumière, dans l'art de la fugue, etc. On pourrait continuer comme ça longtemps, et on le fera dans les vidéos suivantes où on se penchera vraiment sur les grandes créations de la culture. Toujours est-il que s'il faut retenir quelque chose, c'est que tout, dans une culture, dérive de son symbole primaire, c'est-à-dire de sa conception de l'espace, de sa manière de se projeter dans le monde. Et rendu comme on est à ce moment de la vidéo, on peut tenter de donner une définition de la culture. La culture, c'est le corps d'une âme. C'est l'ensemble de ses manifestations et de ses possibilités. La culture, c'est le langage de l'âme. C'est par elle que l'âme s'exprime, qu'elle se raconte elle-même. Et tout ça, de la même manière, on pourrait le dire des hommes. Un homme, c'est une âme et un corps. Son corps et les actes qu'il a accomplis sont les expressions de son âme. Si, à la fin de votre vie, on prenait l'ensemble de tous vos actes, de toutes vos pensées, on pourrait se faire une idée précise, bien qu'incomplète, de votre âme. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la religion chrétienne lors de notre mort, notre âme est jugée sur les actes que nous avons accomplis durant notre vie terrestre. Pour la culture, c'est pareil. Si on veut tenter de la comprendre profondément, il faut écouter ce qu'elle a à nous dire à travers toutes ces expressions.
Les mythes et légendes, les religions, les organisations politiques et sociales, les théories philosophiques et mathématiques, les arts et les architectures, etc. Et c'est là notre projet, étudier le corps de la culture, décrypter son langage afin de connaître son âme, sa nécessité intérieure profonde. Pour approcher la compréhension de l'âme, il faut se pencher sur ce qu'elle a produit. Bon, on a déjà vu pas mal de choses, je vous propose de faire un petit rappel de ce qu'on a dit. On a dit que la culture était un organisme avec des périodes de vie définies, exactement comme n'importe quel être vivant. On s'est penché spécifiquement sur la manière dont elle naissait et on a trouvé qu'elle était corrélée avec une peur collective de la mort, une peur de l'espace figé éternellement dans le cadavre. Pour conjurer cette peur, les hommes projettent sur leur univers ambiant leur propre manière de ressentir l'espace. Et cette conception inconsciente de l'espace et de l'univers, qui est une projection du moi profond de l'homme, constitue le symbole primaire de la culture. Et ce symbole sera à la base de toutes les manifestations de la culture, comme un leitmotiv. Pour l'homme antique, cet espace idéal est le corps individuel figé, et pour l'homme occidental, c'est l'espace infini. La culture, c'est donc le corps de l'âme qui la produit, le fruit de l'expression intime de son être. Après avoir dit ça, on va se plonger un peu plus dans notre propre culture et voir quelles sont les différentes périodes de sa vie, ce qu'on met dedans et ce qu'on exclut. Mais ça sera pour la prochaine fois. On va couper ici parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc pour ceux qui sont pas encore complètement demeurés et qui n'ont pas les neurones bousillés par TikTok et compagnie, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. La prochaine fois, on finit de poser les bases théoriques de la chaîne et ensuite, on plongera directement à la découverte des grandes créations de la culture occidentale. C'était l'épisode 1 d'Occidentalis. Merci à tous pour votre attention et à la prochaine.